Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est une montée des tensions qui préoccupe le président en exercice de l'Union africaine. Macky Sall appelle au calme entre les deux voisins de l'Afrique centrale. La situation est en effet source d'inquiétude entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 actifs dans l'est de son territoire, ce que le Rwanda dément. Sur le terrain, on compte déjà des dizaines de milliers de réfugiés à cause des combats, alors que les craintes de voir ces tensions dégénérer crispent donc au-delà de la région. Pour mieux comprendre ce qui se passe, nous sommes en direct avec le spécialiste de l'Afrique centrale, Chris Berwatz, il est spécialiste de l'Afrique donc centrale et journaliste au magazine Mo basé à Bruxelles. Bonjour à vous, Chris Berwatz. Bonjour monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous et on va essayer ensemble de comprendre la situation un peu mieux. Effectivement, en tout cas, vos lumières nous seront très précieuses pour comprendre. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo et qui est source de cette tension-là? Oui, bon, on doit peut-être rapidement revenir sur la situation vers la fin de la règne du président Mobutu dans les années 96-17. Où on a connu le début d'une guerre suivie par une autre guerre, donc deux guerres très cruelles, une situation qui a duré jusqu'en 2002. Et à ce moment-là, on a vu la genèse de plusieurs groupes armés d'origine congolaise comme d'origine étrangère sur le territoire congolais. À un certain moment, on parlait de la Première Guerre mondiale en Afrique, par le fait qu'il y avait 9 armées régulières actives sur le terrain et donc une pléiade de groupes armés. Ces groupes armés n'ont jamais disparu et parfois ils se sont succédés. Le M23 était une rébellion en 2012, une énième rébellion soutenue par le Rwanda pour déstabiliser le gouvernement congolais, qui a été neutralisé en 2013. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, et depuis quelques mois, en fait, c'est une reprise des activités du M23 qui est resté 8 ans, 9 ans sous le radar. Elle réapparaît sur la scène avec des activités militaires à l'est du Congo. Ça fait peur à la population, ça cause des souffrances des déplacés. Et deux, ça met la région entière dans une crise diplomatique et potentiellement sécuritaire. Je pense que quand même c'est très clair comme explication. Vous êtes remonté donc à la source de ces tensions. Vous parliez des déplacés, comme on le disait au début. On note déjà plus de 70 000 réfugiés selon donc le décompte de l'ONU. Alors, comme vous le dites, ce mouvement à l'époque, en tout cas, avait été soutenu par Kigali pour peut-être, entre guillemets, régler des comptes avec le Congo. Comment expliquez-vous qu'après l'accalmie, ou en tout cas le retour à la normale entre la RDC et le Rwanda, que ce mouvement aujourd'hui ressurgit? Qu'est-ce qu'il explique au fond? OK. Pour ça, on doit peut-être revenir à l'élection du président Tshisekedi, le 30 décembre 2018, inauguré en janvier 2019 dans des conditions que vous connaissez, après un accord politique avec son prédécesseur Kabila. Le président Tshisekedi a promis à la population une série de choses, y compris de rendre la stabilité à l'est du Congo. Alors, au courant des années, ça a été très difficile de le faire. Il a fait quelques interventions. En 2021, des interventions qui ont militarisé la chose. D'abord, le 6 mai 2021, on a vu le déploiement d'un état de siège. Donc, ça veut dire concrètement que en deux provinces les plus instables du Congo, le Nord Kivu et Ituri, les autorités provinciales
civils ont été remplacés par des autorités militaires dans un effort pour démanteler les groupes armés sur le terrain. L'état de siège est en cours jusqu'aujourd'hui, mais elle n'a pas fait la différence. Elle n'a pas pu résoudre la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu fin novembre l'invitation du président Tshisekedi des forces ougandaises à se déployer sur le terrain en RDC. En sachant qu'il n'était pas capable de gérer cette situation lui-même, en sachant que même l'état de siège n'allait pas faire la différence, il a négocié de façon bilatérale avec son collègue Museveni d'Ouganda d'envoyer des troupes. Ils l'ont fait. Ces troupes aussi sont là jusqu'à aujourd'hui. Alors, puis, il y a quelque chose qui est très important. Il y a une relation très tendue. Il y a eu plusieurs confrontations dans le passé entre l'Ouganda et le Rwanda. Confrontation sur le territoire congolais. Donc, on a constaté, c'était d'ailleurs prévisible, que le Rwanda a vu le déploiement des troupes ougandaises sur base bilatérale d'un très mauvais œil. Le Rwanda se sentait menacé en regardant l'Ouganda prendre l'espace et être lui-même en dehors des activités. À partir de ce moment-là, donc fin 2021, on voit un regain des activités M23 sur le terrain. La situation a polarisé davantage. C'est presque une escalade fin mars jusqu'à aujourd'hui. Donc, on doit voir ça dans les étapes que je viens d'expliquer. Dans le cadre des tentatives du président Tshisekedi de remettre la stabilité à l'est du Congo, une chose qu'il a promis à son électorat au début de son mandat. Maintenant, on approche la fin de son mandat, donc il est sous une pression terrible de pouvoir expliquer à ses électeurs qu'il a effectivement fait la différence. Donc, il est sous pression de temps, dans une situation qu'il ne maîtrise pas, avec des voisins qui ne sont pas des alliés, ni de lui, ni entre eux. Je vois. Alors, en tout cas, je pense que c'est une deuxième explication extrêmement claire de votre part. On sent que ce n'est pas seulement une question bilatérale entre Kinshasa et Kigali, mais il y a un autre acteur, à savoir donc l'Ouganda, comme vous venez de l'expliquer. Alors, une autre question qui se pose. Quels sont les risques que ce conflit dégénère aujourd'hui? Comme je le disais, le président en exercice de l'Union africaine fait part de sa préoccupation et appelle au calme. Est-ce qu'il y a vraiment des risques à ce qu'on assiste à une confrontation directe entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise? À l'heure actuelle, en parlant avec des diplomates avec qui je parle souvent, en suivant les médias, les déclarations de l'institution multilatérale, je vois une très grande inquiétude à tout niveau. Tout le monde se rend compte d'un potentiel de dégénération immédiate. Alors, fin mars, début avril, je ne me souviens plus de la date exacte, le Congo a officiellement adhéré à la communauté est-africaine, East African Community. Moi, je suis quelqu'un qui croit très fortement dans le potentiel des institutions multilatérales à gérer les conflits africains, à s'approprier des conflits africains. Donc, pour moi, il y avait une possibilité là de médiation. L'Ouganda, le Rwanda et maintenant donc aussi le Congo font tous partie de l'East African Community, la communauté est-africaine. Au début, j'avais l'impression qu'on allait quand même vers une
une initiative diplomatique qui pourrait gérer les tensions. Les derniers jours, j'ai l'impression que le cadre n'est pas en train de fournir des outils pour résoudre le problème. Donc moi, je pense que je crois toujours que le cadre multilatéral peut faire la différence. Je compte un peu sur le président Uhuru Kenyatta, sur le président Samia Suluhu, de quand même s'imposer dans l'East African Community et contribuer à une résolution non violente de ce conflit potentiellement. Effectivement, à ce propos, comme vous parlez du cas de l'East African Community, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il y a aussi la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont la plupart des États aussi font membre. Alors, comme je le disais, l'Union africaine, elle, quel peut être aujourd'hui son rôle pour calmer, pour éteindre cet incendie qui vient ou qui est en train de se déclarer? Bon, je pense sur base de son mandat, l'Union africaine doit jouer un rôle de médiateur. L'Union africaine dit qu'il le fait aussi à d'autres niveaux, qui essaye même de le faire dans le conflit en Ukraine. Donc, je pense qu'on ne peut pas négliger le potentiel de l'Union africaine, mais moi, je regarde plus à un niveau un peu plus bas. SADC, CAC, East African Community, le CIRGL, par exemple, ce sont tous des institutions avec des mécanismes très concrets, des mécanismes de vérification. Donc, qui doivent tous être déployés donc, en fonction de l'arrêt d'une escalation potentiellement militaire dans la sous-région qu'il faut, devant une population qui a tellement souffert les dernières décennies. Alors, cela dit, revenons-en aux différents groupes rebelles. On a parlé du M23, vous nous avez quand même décrit un peu ce mouvement. De l'autre côté, de temps en temps aussi, Kigali ne voit pas d'un bon œil la présence d'un autre mouvement rebelle qui lui est ennemi sur le sol congolais. Je fais référence au mouvement des rebelles Hutus. Parlez-nous de ce mouvement-là aussi. Ce mouvement est là. Donc, historiquement, c'est le mouvement qui s'est créé sur base de l'ancien régime qui a été détruit par Kigali, qui s'est réorganisé sur le territoire congolais. Et donc, le mouvement FDLR qui après s'est éclaté dans d'autres groupes, etc. Donc, la cohésion est un peu partie dans ce paysage. Le Congo, le gouvernement congolais, l'armée congolaise, à plusieurs moments, a effectivement collaboré avec FDLR et autres mouvements de la même tendance, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression du tout que ce sont les FDLR, qui sont les milices Hutus, qui sont actifs et qui sont une menace réelle pour Kigali. Mais il est en tout cas très important de ne jamais réduire la problématique des groupes armés à un groupe armé. Donc on va devoir trouver une solution. On va devoir les neutraliser tous. D'origine congolaise et étrangère. Il y a des groupes armés d'origine ougandaise, burundaise, non seulement rwandaise. Donc, il y a une situation très complexe de plusieurs dizaines de groupes armés qui doivent tous être démobilisés et réinsérer dans la communauté civile.
Donc, une sorte de, comme vous le dites, de démembrement pour les insérer, donc les incorporer dans les armées régulières. Alors, ce qui est une tâche difficile qui n'a pas été réussie durant toutes ces décennies. Alors, je rappelle juste que le Congo a pris des mesures restrictives à l'encontre de Kigali, à l'encontre donc du Rwanda, dont on a vu la convocation de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, mais aussi l'interdiction donc des vols de la rwandaise. Alors justement, la République démocratique du Congo, quand on voit ce pays avec ses différentes frontières qui sont pratiquement toutes problématiques aujourd'hui, que ce soit dans l'Est, mais aussi que ce soit avec d'autres pays comme l'Ouganda, finalement, est-ce que ces démons qui hantent la République démocratique du Congo de l'intérieur ont des chances un jour d'être vaincus? Bon, moi je pense que la République démocratique du Congo a tout pour être un pays fort, avec un État fort, qui joue un rôle de leader dans la région et sur le continent. Le Congo a un problème d'implosion de l'État qu'on a connu sous Mobutu. On a vu une certaine restauration et une restauration depuis 2006 avec les élections, la Troisième République maintenant. On voit après 16 ans que le pays continue à avoir des problèmes à mettre réellement en état un État fonctionnel, un État entièrement fonctionnel qui gère l'entièreté de son territoire et qui protège l'entièreté de sa population. Donc, je pense que le Congo doit être aidé à remettre en état son État et gérer ses problèmes de gouvernance. Parce que c'est surtout ça qui est à la base du fait que c'est difficile de faire renaître dans toute sa gloire l'État congolais. Un gros chantier donc à concrétiser. Merci à vous, Chris Berwotz. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Mou, spécialiste des questions politiques et sécuritaires, surtout de l'Afrique centrale. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Bruxelles. C'était un plaisir et un honneur. Merci beaucoup à vous. Plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.